Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé mardi 9 novembre une réunion consacrée à l'investissement en présence du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, de la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme administrative, ainsi que des 12 directeurs des centres régionaux d'investissement du Royaume. Retour sur le bilan de cette réunion en compagnie de Yassine Tazi, directeur général du CRI de Fès-Meknès. Et pour une approche beaucoup plus macro sur l'investissement, sera avec nous Dr Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à l'université Hassan II de Casablanca. Mais avant, zoom sur Takaful. L'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, la CAPS, a publié une circulaire qui porte sur l'application des dispositions du Code des assurances relatives à l'assurance Takaful, une aubaine pour le marché des financements participatifs. Pourquoi? Quels impacts attendent de cette décision? Élément de réponse tout de suite en compagnie de mes invités, en les personnes de Hakim Ben Saïd, président de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative, et Abdelrahman Lahlou, président de l'Académie de la finance participative. Alors, tout d'abord avec vous, Abdelrahman Lahlou, bonsoir, merci d'être avec nous. Une définition, plutôt une approche pédagogique du concept de l'assurance Takaful. Bonsoir Madame Hassan et bonsoir à vos téléspectateurs. Il faut revenir à l'étymologie, tout simplement, du mot takaful. Le mot takaful vient de kafala. Le verbe en arabe kafala veut dire prendre en charge. Dans le Coran, wa kafalaha Zakaria, Zakaria a pris en charge, bien sûr financièrement et en responsabilité, Mariam. Quand on parle de takaful, c'est une prise en charge mutuelle entre plusieurs personnes. Et c'est donc de là qu'est venu le terme takaful. C'est un groupement de participants ou de sociétaires, comme on les appelle dans la mutuelle, qui vont se prendre en charge en cas d'occurrence d'un sinistre. Alors la réflexion sur le takaful est apparue un peu avant 2016 lorsque les autorités préparaient le dispositif juridique des banques participatives. Donc entre Banque El Maghreb qui supervise le secteur bancaire participatif, le CSO, le Conseil supérieur des ulama, qui est le gardien du temple en matière de conformité des transactions financières avec la charia, et la CAPS qui supervise l'assurance, ils ont donc cherché à trouver une solution juridique à cette incompatibilité. Alors si on veut être pédagogique comme vous l'avez dit, de quoi il s'agit? En fait, la couverture des sinistres n'est pas compatible, ne peut pas se soumettre aux contraintes du contrat commercial. Parce qu'en termes de charia, un contrat commercial doit observer au moins, entre autres, deux règles, la connaissance et la détermination de la contrepartie, d'une part, pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle jahala, et la certitude de l'occurrence, pour qu'il n'y ait pas gharar, l'occurrence de la contrepartie. Or, dans un contrat d'assurance, qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'une part une prime qui est payée, c'est la première partie du contrat. En contrepartie, vous avez une couverture de risque qui n'est pas déterminée et qui n'est pas fixée, parce qu'on peut payer une prime de 1000 dirhams et recevoir un dédommagement de sinistre de 10 000 dirhams, et l'occurrence n'est pas certaine, il peut arriver, ne pas arriver. Donc que faire? Abandonner le principe de l'assurance, du fonctionnement des transactions économiques et financières, ou trouver une alternative? Bien entendu, il y a une alternative. Dans le monde islamique, l'alternative, c'est de changer de type de contrat, qu'il n'y ait pas un contrat commercial, mais un contrat de donation, qui s'appelle dans la charia tabarru', une donation, disons, assortie d'une promesse et d'un engagement de couverture du sinistre en cas d'occurrence du sinistre. Dans d'autres courants du fiqh, le contrat n'est pas un contrat tabarru', mais un contrat de nihad. Nihad correspond un peu à la tontine. N'oubliez pas qu'en Europe même, le principe d'assurance est né avec la tontine. On regroupe un certain nombre de participations, de cotisations d'un groupe de personnes. Ce qu'on appelle au Maroc darat. Il y a une prise en charge.
disons, sauf que Darat, c'est pour financer un projet, c'est une épargne. Alors qu'ici, c'était véritablement la tontine d'origine italienne au XVIe siècle pour couvrir des risques de sinistres. Et donc, le contrat de tabarrua, de façon générale, est celui qui a été adopté par l'autorité du CSO. Et le problème est résolu de cette façon-là. Des participants au fonds ou des sociétaires ou des assurés vont contribuer. Leur vie courante va se dérouler. En cas de sinistre, le fonds qui est géré, ça on va y venir quand on parlera du mode de gouvernance, qui est géré par une compagnie de takaful, va verser des sinistres. Il y aura un excédent technique peut-être, il y aura peut-être même un accident financier si des placements sont faits. Eh bien, la différence, c'est que quand on est en contrat tabarrua, l'argent appartient aux participants ou aux sociétaires comme dans la mutuelle. Et s'il y a un excédent, il leur revient. Donc il n'y a pas exploitation commerciale on ne fait pas commerce avec le sinistre, parce qu'en fait la charia cherche à écarter simplement qu'une compagnie qui appartient à des actionnaires fasse commerce avec le sinistre et s'approprie les excédents. Quant aux produits, eh bien, ils sont exactement les mêmes. C'est un petit peu, encore une fois pédagogiquement, la différence qu'il y a avec la banque participative, c'est qu'en matière de banque participative, les institutions et la gouvernance peut être exactement la même que dans le conventionnel, mais les produits sont totalement différents. La murabaha n'a rien à voir avec le financement à crédit classique. Inversement, en assurance, les produits sont identiques, sont exactement les mêmes, à quelques différences de gouvernance près et disons de gestion des contrats près. Mais ce qui diffère, c'est la gouvernance, puisque, comme on va le voir, il doit y avoir une société de gestion du takaful qui est séparée du fonds des participants ou des assurés ou des sociétaires qui, lui, gardent la main sur le fonctionnement de son fonds. Voilà. Très bien. Très bien. Alors, donc nous avons avec nous également Hakim Ben Saïd, président de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative. Bonsoir, Monsieur Ben Saïd. Si vous avez quelque chose peut-être à ajouter à ce que vient de nous expliquer Abdelrahman Hlou, et aussi pour revenir avec vous sur un état des lieux de la finance participative aujourd'hui dans notre pays, les besoins justement de Takaful. Rappelons peut-être quelques chiffres qui ont été annoncés par Banque El Maghreb par rapport au financement par les banques participatives. Une hausse quand même annuelle conséquente, plus 55% à fin août 2021, donc bien sûr en glissement annuel, et c'est l'immobilier qui s'accapare la part du lion, ou plutôt plutôt la trésorerie, avec 31 millions de dirhams. Donc d'abord peut-être quelque chose à ajouter aussi, une lecture de l'évolution de la finance participative et cette hausse conséquente de 55% sur un an. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Tout d'abord, une petite présentation rapidement de notre association, l'AMFP. L'AMFP est l'association marocaine des professionnels de la finance participative qui a été créée en 2013 avec la mission principale de démystifier et vulgariser la finance participative et de participer activement au développement de l'écosystème de la finance participative. Bien entendu, on entend dire par l'écosystème de la finance participative, la banque participative, l'assurance takaful, ainsi que le marché des capitaux Sharia compliant, conforme aux avis de conformité du Conseil supérieur des oulémas. Depuis sa création, l'AMFP a organisé un bon nombre d'événements avec des thématiques liées aux différentes composantes de l'écosystème, à savoir les banques participatives, l'assurance takaful et le marché des capitaux, conforme aux avis du CSO. Pour compléter ce qui a été dit par Sidi Abdelrahman Hlou, le takaful, effectivement, je reviens sur la définition de takaful en tant que c'est un mot arabe qui signifie garantie mutuelle par laquelle un groupe de participants s'entendent pour se soutenir contre les pertes résultant de risques spécifiés. Au Maroc, l'assurance takaful est régie par la loi numéro 1799 portant code des assurances, tel que modifié et complété par la loi numéro 5913 et par la loi numéro 8718 par la suite. Ce système fonctionne, je vais un peu rentrer sur la gouvernance de ce, le mode de fonctionnement de ce système.
Donc, le système fonctionne comme suit. À l'initiative de l'entreprise d'assurance et de réassurance Takafoul, dénommé opérateur, il est créé un fonds d'assurance Takafoul doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Et la séparation juridique et comptable entre le fonds et l'opérateur est une obligation réglementaire et chariatique. Et ayant pour objectif tout simplement d'isoler les opérations d'assurance Takafoul et de s'assurer que la destination des flux du fonds est conforme aux principes chariatiques régissant ce type d'assurance. C'est-à-dire ? À noter, c'est-à-dire que le fonds d'assurance Takafoul a sa propre comptabilité, ses normes comptables, sa propre fiscalité, qui est différente ou distinctive de la comptabilité et la fiscalité du fonds des actionnaires, de l'entreprise Takafoul. Et la propriété du fonds Takafoul revient aux participants et non aux actionnaires. Donc il n'y a pas un mélange entre le fonds des participants et les fonds propres de l'actionnaire Takafoul. Dans l'assurance Takafoul, il faut distinguer deux activités, une activité dédiée à la couverture des risques et une autre dédiée à l'investissement des capitaux des participants. Et l'opérateur Takafoul est simplement mandataire du fonds, il n'est pas le propriétaire, il est mandataire du fonds Takafoul avec pour mission principale de gestion des comptes du fonds dans l'intérêt exclusif des participants. Et ce, en respectant le règlement de gestion. C'est un document qui lie l'opérateur Takafoul et la collectivité, le fonds d'assurance Takafoul. Ce document énonce des principes liés au fonctionnement du fonds Takafoul, les règles et les modalités applicables par l'opérateur pour la gestion du fonds, par exemple les règles de distribution de l'excédent technique et financier, qui, bien entendu, appartient aux sociétaires, aux participants. Mais en quoi Takafoul est important, justement ? En quoi cette décision donc de lancement bientôt, en quoi il est important pour l'écosystème de la finance participative ? Parce que là, on explique un peu, mais quel est le rôle de ce maillon dans l'ensemble de la chaîne de la finance participative ? Donc, je pose peut-être la question à vous, Hakim Ben Saïd, avant de passer vers Abdelrahman Al-Hlou pour lui poser la même question. L'assurance participative Takafoul se positionne comme pilier stratégique qui viendra compléter l'écosystème financier participatif marocain et qui aura dans un premier temps un développement étroitement lié à celui des banques participatives. Les derniers retours de la profession bancaire montrent des réalisations satisfaisantes de nos banques participatives avec des financements accordés qui ont augmenté en glissement annuel de 52% à plus de 18 milliards de dirhams en septembre 2021. Ces financements se répartissent sur l'immobilier, environ 15,5 milliards de dirhams. Cette prouesse a été réalisée malgré un manque cruel de ressources à vue, puisqu'à fin septembre, les dépôts à vue auprès de ces banques ne dépassent pas les 4,8 milliards de dirhams. Donc, l'assurance Takafoul, elle viendra pour couvrir les financements participatifs qui ont été octroyés et surtout pour les gens qui ont déjà signé un engagement pour souscrire à une assurance Takafoul une fois disponible au niveau du marché. Donc, la publication de l'arrêté ministériel et la circulaire de la CAPS récemment a été accueilli positivement par les professionnels de la finance participative au Maroc, comme cela devrait normalement accélérer le processus de mise en œuvre des futurs opérateurs Takafoul. C'est un pas important pour l'écosystème, vu que l'absence de l'assurance Takafoul à ce stade représente non seulement un risque pour les banques participatives, avec tous les financements qui ont été octroyés sans couverture, mais également un frein pour le financement avec beaucoup de clients ne souhaitant pas contracter le financement participatif sans couverture Takafoul. Très bien. Alors, Hakim Ben Saïd, on fait peut-être réagir Abdelrahman Al-Hlou sur les besoins en Takafoul et également les règles de ce qui différencie finalement Takafoul à une assurance classique.
Alors, pour commencer par l'apport, la valeur ajoutée du takaful, comme l'a dit Sibn Saïd, les banques étaient véritablement en attente de ce produit-là, parce que en fait, la création des banques participatives était assortie de la mise en place d'un système takaful qui a pris beaucoup de temps. Il a pris 4 ans de retard, donc autant dire que véritablement l'assurance takaful, qui va être Inch'Allah lancée au premier trimestre de l'année prochaine selon tous les experts, était attendue. Pourquoi ? Parce que ça a été dit, il y a 15 milliards de dirhams de financement Murabaha qui ont été accordés. Il y a 1,5 milliard de financement. Il faut juste expliquer peut-être ce que c'est que Murabaha, c'est le sans assurance. Les banques. Justement, puisqu'on est dans une approche vraiment pédagogique, on veut vraiment expliquer. Un financement bancaire, voilà, exact. La Murabaha est un financement bancaire participatif qui consiste pour la banque à acheter un équipement, un bien, une maison, un actif au comptant et le revendre à tempérament au client, à défaut de lui donner, tout simplement de lui créditer son compte pour que lui paye ce qu'il souhaite avec. Donc la différence est cela. Et on substitue une opération commerciale, achat-vente moyennant marge bénéficiaire, à un financement bancaire qui consiste à louer de l'argent et à appliquer un taux d'intérêt. Bien entendu, la conséquence pour le client est la même puisqu'il paye un supplément, mais la conséquence en termes de système et en termes d'écosystème n'est pas la même. Parce que chaque financement Murabaha doit être adossé à un actif réel, à un actif tangible, alors que le crédit financier est un crédit standard qui consiste à analyser un dossier, apprécier les risques, créditer le compte du client et puis échelonner des échéances de remboursement. Donc ces financements Murabaha ont été accordés majoritairement à 15 milliards et demi à des acheteurs, à des acquéreurs d'actifs immobiliers pour habitation majoritairement. Ils ont été aussi accordés à 1,5 milliard au financement d'équipements. Et ça, c'est intéressant parce que là, ça touche le corporate, ça touche les entreprises. Il s'agit d'acheter, disons, du matériel, disons, d'équipement, d'acheter donc des fournitures pour les entreprises selon le même contrat de Murabaha. Or, ça a été fait par les banques à leur corps défendant. C'était une issue autorisée transitoirement contre engagement du client à souscrire à une police d'assurance dès que le takaful arrivera. Donc là, les banques vont pousser un grand ouf, mais aussi les propriétaires, je veux dire les clients des banques, parce qu'enfin, ils pourront contracter de façon conforme à leurs convictions une assurance décès invalidité ou bien une MRH, la multirisque habitation qui est très importante et qui va assurer les deux parties, ou bien une MRP, une multirisque professionnelle pour assurer les bureaux qui accueillent le matériel financé en Murabaha. Alors tout ce beau monde représente aujourd'hui 30 à 40 000 personnes. Il y a 30 à 40 000 dossiers de financement qui ont été accordés. Ça fait déjà une bonne population de participants, comme l'appelle la loi Takaful, disons d'assurés, qui vont constituer les premiers assurés et qui vont constituer les premiers participants au fonds. Bien entendu, ils vont être répartis sur toutes les compagnies prétendantes qui vont soumissionner. Elles seront peut-être 3, elles seront peut-être 4, on ne sait pas, peut-être 5. Donc ça va peut-être diminuer l'impact, mais ça c'est une autre affaire. Toujours est-il qu'il y a un marché qui est là. De façon en un terme un peu agressif, on pourrait l'appeler un marché captif. Parce que ces gens-là veulent s'assurer. Mais attention, il n'y a pas que. Les attentes ne sont pas uniquement du côté des banques pour pouvoir soulager ce risque qu'elles ont pris. Elles viennent aussi du commun des clients qui vont assurer leur maison, qui vont assurer leur voiture en tout risque, alors qu'ici, ils se limitaient au strict minimum de la RC, qui vont assurer leur matériel, qui vont prendre des assurances décès, invalidité, et puis en plus, qui vont souscrire à des contrats d'épargne éducation, des contrats d'épargne Hajj Umrah. Tout cela est ouvert dans la réglementation, la circulaire le détaille, la loi en parle également. Donc, il y a une double attente, en résumé. L'attente des banques pour pouvoir donner fin à un épisode risqué qui a été, surmonté avec succès, et l'attente du citoyen, mais aussi l'attente des entreprises, parce que n'oublions pas que les objectifs d'inclusion financière
en termes d'assurance du gouvernement et de l'État, elles sont dans le sens du développement économique. Parce qu'une entreprise qui n'est pas assurée est une entreprise qui freine ses investissements. Oui, alors je voudrais, parce que vous avez parlé des opérateurs Takaful, Abdelrahman Lehlo va contribuer à une inclusion. D'accord. Donc, je voudrais juste m'arrêter peut-être un peu plus dans le détail par rapport aux opérateurs, futurs opérateurs Takaful, Hakim Ben Saïd. On parle de demandes d'agrément. Comment ces demandes d'agrément sont-elles traitées? Est-ce qu'on va se retrouver avec des opérateurs un peu comme les finances participatives qui seront peut-être adossés à des banques conventionnelles, donc en l'occurrence à des assurances conventionnelles? Comment cela va-t-il se passé. Donc, comme le disait Abdelrahman Lehlo, c'est attendu pour le premier trimestre de 2022, donc demain. Oui, effectivement, c'est attendu au courant du premier trimestre 2022, à condition que, j'aimerais juste compléter, à condition que le processus du dépôt des demandes est bouclé rapidement avec des dossiers complets. On devrait normalement avoir le lancement effectivement au courant du premier trimestre 2022. Donc, les futurs opérateurs Takaful sont des filiales à part entière, stand-alone, ne sont pas similaires aux fenêtres des banques participatives. Donc, on n'a pas cette ouverture pour les futurs opérateurs Takaful. Par contre, ils sont toujours des filiales des groupes d'assurance classiques existants au Maroc. Donc maintenant, le dépôt des dossiers d'agrément est en cours de réalisation par la majorité des principaux groupes de compagnies d'assurance existantes. Et les prochaines étapes, c'est les dépôts des demandes d'agrément par les intéressés. Une fois bouclés, il y aura l'étude de ces demandes d'agrément par la CAPS et le CSO. Et bien entendu, octroi des agréments. Ensuite, il y aura la publication de ces agréments au bulletin officiel, et ainsi que le dépôt des demandes d'homologation des produits par la suite, étude de ces demandes d'homologation par la CAPS, encore une fois, et le CSO. Très bien. Abdelrahman Lehlo, peut-être un dernier mot sur les perspectives. Vous avez évoqué ce chiffre tout à l'heure de 30 à 40 000 de personnes qui vont souscrire, en tout cas aujourd'hui, et ce chiffre risque de croître, comme vous le disiez. Aujourd'hui, la finance participative, de manière générale, cet écosystème de finance participative, comment peut-il être ou atteindre une vitesse de croisière optimale compte tenu des avancées enregistrées, notamment avec l'entrée en vigueur de Takaful dans quelques mois? Alors, ce qui favorise et qui est de bon augure pour l'évolution du système, de l'écosystème de finances participatives, c'est la réalisation du premier pilier qui est les banques participatives. Effectivement, on n'a jamais vu une croissance aussi soutenue des banques participatives, des taux dépassant les 50% en glissement annuel, malgré la crise Covid, une très bonne résilience, un afflux très important et intéressant de la clientèle, malheureusement beaucoup plus pour obtenir des financements que pour déposer, mais ça je pense que c'est transitoire. Il va falloir faire rentrer dans la culture du citoyen marocain que la banque participative aujourd'hui n'est pas une société de financement qui se limite à lui octroyer des financements, mais c'est sa banque au quotidien, où il doit déposer son argent, où il reçoit ses salaires, où il fait ses transactions. Aujourd'hui, les banques s'équipent de plus en plus et à grande vitesse en matière d'outils. Ça, c'est la bonne augure. Maintenant, l'arrivée du Takaful va non seulement enlever une épine du pied des banques et des anciens clients des banques des contrats Murabaha, mais elle va ouvrir des perspectives pour accélérer davantage cette croissance. Les banques seront beaucoup plus enclines à accorder des financements dans leur comité risque à des clients, puisque la couverture maintenant est là. Et les clients vont avoir plus d'appétence pour venir contracter des crédits puisqu'ils savent qu'ils ont la possibilité d'être assurés de façon conforme à la charia. N'oublions pas non plus
que si les compagnies, et je pense qu'elles le feront puisqu'elles ont intérêt à développer leur business, font une bonne capillarité de distribution des produits auprès de la population de façon générale, même indépendamment de l'obtention d'un crédit auprès des banques participatives, comme je le disais pour la MRH, pour la MRP et pour l'assurance décès invalidité, en plus des produits d'épargne, eh bien, disons, le secteur est appelé à une belle croissance sur le plan de la couverture, de l'inclusion. L'inclusion est très importante. Et il faut agir, toutes les associations, tous les acteurs aujourd'hui essayent d'aider l'État et le gouvernement à améliorer cette inclusion. En matière d'assurance, elle est très faible, elle est autour de 15 à 17%. L'assurance Takaful va permettre d'intégrer une population qui était en marge de l'assurance et de la couverture de ces risques à y venir. Et donc, quand elle y viendra, elle investira davantage, elle développera plus, disons, sa consommation, ce qui contribue indéniablement à une belle augmentation. Et c'est, en conclusion, c'est ce qui était prévu. Si vous vous souvenez du préambule de la loi sur la loi bancaire qui incluait et intégrer la finance participative, c'était justement pour améliorer l'inclusion financière et donner la chance à des personnes qui ont des convictions religieuses de profiter pleinement de leur activité de production. Et d'étoffer aussi l'offre financière, Abdelrahman El-Hello, et d'étoffer aussi l'offre financière au Maroc. Merci beaucoup en tout cas, Abdelrahman El-Hello, président de l'Académie de la finance participative. Et merci et de la diversifier, Hakim. Et de la diversifier. Absolument. Et merci Hakim Ben Saïd, président de l'Association marocaine des professionnels de la finance participative. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous passons tout de suite à la seconde partie de questions d'actu. Et il sera question d'investissement. Cette seconde partie, donc le chef du gouvernement a présidé une réunion avec les 12 directeurs des CRI du Maroc. Et l'un d'entre eux est avec nous ce soir. Il s'agit de Yassine Tazi, directeur général du CRI de Fès Meknes. Bonsoir Yassine Tazi. Alors, quel bilan faites-vous de cette réunion avec Aziz Akhnoch? Bonsoir Madame Yassine, merci pour l'invitation. Alors, c'était effectivement une réunion importante qui s'est tenue hier en présence de Monsieur le chef du gouvernement, avec notamment Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre délégué en charge d'investissement, Madame la ministre déléguée en charge de la transition numérique. Et il a été justement essentiellement question de la relance et les mesures à mettre en place pour la relance donc, de l'économie et de l'investissement, pour s'inscrire aussi dans une démarche et dans une approche facilitatrice qui encourage justement les investissements productifs, créateurs de richesses et d'emplois. Donc à travers un certain nombre de mesures, donc la simplification des procédures, la digitalisation, la mise en place de mécanismes incitatifs et bien d'autres. Ça a été également donc, l'occasion de présenter un bilan un peu synthétique des CRI après la réforme initiée suite aux très hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et de voir justement les principales réalisations tenues depuis donc à peu près 2 ans. Et il a également été question, c'est un point important, de discuter, on a discuté surtout aussi de la collaboration et des synergies à mettre en place avec le ministère chargé de l'investissement pour décliner de la meilleure manière possible les politiques publiques liées à l'investissement. Très bien. Alors, vous faites bien de soulever ce point. C'est Abdelatif Komat, bonsoir, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques bonsoir. Et sociales, l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir, Si Komat. Donc, qu'est-ce que ça change d'avoir aujourd'hui un département chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, mais en tout cas, un département chargé de l'investissement, Abdelatif Komat? En fait, oui, c'est un signal très fort au niveau de ce gouvernement parce qu'il faut le dire, le volet investissement ne figurait pas dans l'ancien gouvernement, il figurait par ailleurs dans d'autres gouvernements, notamment rattachés au ministère du Commerce et de l'Industrie. Mais maintenant, il s'érige carrément comme un département ministériel à part, bien sûr avec d'autres dimensions, à savoir la convergence et l'évaluation des politiques publiques. Mais lorsque j'évoque un symbole, c'est en fait l'importance de l'investissement
d'investissement comme fer de lance de la dynamique socio-économique que connaît notre pays. Notre pays a des aspirations en matière de développement, en matière de croissance, en matière de création de richesses, et tout cela ne saurait se faire sans justement une action assez forte en termes d'investissement, qu'il soit public ou qu'il soit privé. Et bien évidemment, il fallait qu'il y ait une entité transverse, une entité qui fédère les différents intervenants, parce qu'il y en a beaucoup au niveau de l'investissement. Alors bien évidemment, ça c'est un volet, mais ce que nous avons relevé justement au niveau de ce département, c'est qu'au-delà de l'investissement, il axe bien sûr son attention sur deux dimensions. La première, c'est la convergence, et là c'est très très important, parce qu'effectivement au Maroc, nous avons un certain nombre de plans sectoriels, mais nous avons besoin justement de fédérer ces plans sectoriels autour d'objectifs communs. Et donc la notion de convergence est fondamentale, notamment sur le plan sectoriel. Mais au-delà des plans sectoriels, elle est très importante en fait dans la dynamique de régionalisation que connaît notre pays, parce qu'il s'agit justement de converger les politiques centrales et les politiques régionales. Et d'ailleurs, un des axes d'intervention des CRI, c'est la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'investissement. Donc, il faudrait qu'il y ait de la convergence entre l'action centrale et l'action régionale. Et la troisième dimension, c'est l'évaluation des politiques publiques. Là également, c'est très important, parce que autant, bien sûr, le Maroc investit énormément. On considère que le Maroc est un des pays qui investit le plus, justement, aujourd'hui, on est à peu près à 30% du PIB, avec l'investissement public qui constitue une part très importante. Mais la question de l'évaluation est fondamentale, parce qu'il s'agit justement qu'il y ait un rendement à la hauteur de l'effort qui est consenti par l'État. Donc là également, c'est un volet couvert par ce département. Alors, quand on parle d'évaluation, merci Abdelatif Komat. Quand on parle d'évaluation, Yacine Tazi, vous avez parlé donc du lancement de la réforme des CRI telle que souhaitée par le souverain. Quel état des lieux, surtout quand on parle aujourd'hui de relance économique, du rôle du CRI dans la relance économique sur la base des réformes qui ont été entreprises au niveau des 12 CRI que compte le Royaume. Effectivement, alors vous l'avez rappelé, c'est une réforme importante qui a été lancée suite aux très hautes orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui est entrée en vigueur en décembre 2019, donc ça fait à peu près 2 ans, et qui s'est articulée, on va dire, premièrement, qui avait pour objectif de redonner aux CRI les prérogatives nécessaires pour réaliser leur mission. Cette réforme s'est articulée autour de 5 grands axes. Tout d'abord, la transformation des CRI en établissements publics autonomes, avec une nouvelle organisation, de nouvelles missions, un nouveau statut, etc. Le deuxième grand axe concerne la création des commissions régionales unies. Un cadre unifié qui prend ses décisions à la majorité avec l'ensemble des administrations et des services qui interviennent dans l'acte d'investir. On crée un seul cadre homogène qui permet de donner de la visibilité à l'investisseur et d'assurer un traitement de ces dossiers dans les délais. Le troisième grand point concerne la mise en place d'une commission ministérielle de pilotage qui est chargée d'évaluer la performance des CRI, mais également de traiter les cas de recours. Alors, c'est un droit important qui a été mis en place dans le cadre de la loi 47-18. Ce droit de recours se fait à 2 niveaux. Au niveau régional, en cas d'un avis défavorable par la commission régionale, et à un niveau ministériel, justement, si l'investisseur juge qu'il a besoin d'avoir un autre avis. Il y a également, donc, le 4e grand axe concerne la mise en place de nouveaux outils de gestion et de contrôle. Et enfin, le dernier grand axe qui est très important, c'est la digitalisation. La digitalisation. Mais qu'est-ce qui a été fait jusque-là? Yacine Tazi, merci de nous rappeler donc ces grands axes. Juste pour qu'on aille à l'essentiel, si vous le permettez. Qu'est-ce qui a été fait depuis? Quelles sont les réalisations? Qu'est-ce qui reste à faire? Et nous sommes dans une période qui est assez délicate, inédite. On parle de relance économique. Alors, comment cette réforme aide-t-elle pour la relance? Parce que ça faisait partie des sujets qui ont été traités avec le chef du gouvernement lors de votre réunion avec lui mardi 9 novembre. Tout à fait, tout à fait. Alors,
très brièvement, parce que c'est un peu compliqué de présenter tout le bilan, mais en peu de temps, mais très brièvement. Alors, la digitalisation a permis de mettre en place donc la plateforme CRI Invest, qui est la plateforme qui permet de traiter de manière intégrée les demandes d'investissement depuis le dépôt d'un dossier jusqu'à l'obtention des autorisations. Aujourd'hui, au niveau national, on a à peu près 800 000 utilisateurs de la plateforme, entre les investisseurs, les intermédiaires qui agissent pour le compte des investisseurs ou les administrations. Donc, ça témoigne de la montée en charge progressive qui s'est faite autour de cette plateforme et de l'engouement qu'elle a créé, puisqu'elle a permis, et je le rappelle, de traiter de manière continue les demandes d'investissement malgré la pandémie, malgré les mesures de confinement, etc. Les principaux indicateurs liés à l'investissement ont connu une augmentation et une nette amélioration par rapport à avant la réforme, que ce soit en nombre de réunions des commissions régionales unifiées d'investissement ou en nombre de dossiers qui ont été examinés, c'est très important, donc ça, les volumes. Les délais de traitement, je rappelle qu'avant la réforme, on était à 120 jours en moyenne pour traiter un dossier d'investissement versus 14 jours au niveau national en 2020, donc pour vous montrer un peu la réactivité que la réforme a mis en place. Les montants d'investissement déclarés et les nombres d'emplois déclarés ont connu également une grande amélioration. Je cite l'exemple de la région Fès-Meknès où, à fin octobre 2021, on est à peu près à un volume d'investissement de 4,9 milliards de dirhams projetés et avec une création de 12 000 emplois, soit une hausse déjà de 26% et de 36% par rapport à ces deux indicateurs par rapport à 2020. Que ce soit en termes de création d'entreprises, des indicateurs sont aussi en hausse. Il y a une nette hausse du nombre d'entreprises créées en 2021 et en 2020 par rapport à 2019. Donc, ça témoigne de la dynamique entrepreneuriale qui a été accompagnée par les CRI. Et de manière plus large, les CRI ont mis en place un certain nombre de programmes d'accompagnement en faveur des TPE-PME pour assurer leur montée en charge, leur montée en compétences et les aider à rendre bancables leurs projets. Je cite l'exemple du programme Afouage au niveau de la région Fès-Meknès, qui est un programme, on va dire, de soutien au programme Interaha qui a été mis en place suite aux orientations de Sa Majesté, qui permet de faciliter l'accès au financement et qui a permis, à jour d'aujourd'hui, d'accompagner 500 porteurs de projets, par exemple, que ce soit sur des phases d'idéation, d'accompagnement et de cadrage de leur idée de projet, d'accompagnement à l'aide. Est-ce qu'on peut dire que vous avez coché, en fait, dans la réforme, dans les 5 axes de la réforme, est-ce qu'on a coché toutes les cases ? Alors, il y a un certain nombre de cases, effectivement, qui ont été cochées. Maintenant, il y a un certain nombre de réalisations importantes dont il faut, je pense, être fier dans un délai aussi court, après 2 ans. Bien évidemment, on est toujours dans une logique d'amélioration. Et c'était également aussi l'objectif avec cette réunion présidée par M. le chef du gouvernement, de dire il y a effectivement des réalisations concrètes qui ont permis d'améliorer les indicateurs liés à la création d'entreprise, liés à l'accompagnement. Que peut-on faire justement de plus pour lever les éventuels freins qui persistent et qui existent, que ce soit en termes de procédures administratives, d'accès au foncier, d'accès au financement et bien d'autres. Donc effectivement, il y a encore bien sûr du chemin à parcourir et c'est l'objectif et c'est ce qu'on souhaite justement lancer dès à présent pour assurer une relance de l'investissement à travers un certain nombre de mesures et de mécanismes qui ont été identifiés. Très bien. Abdelatif Komat, quand on parle de relance d'investissement, comme le disait Yassine Chazi, donc on parle de relance de l'investissement alors qu'on s'apprête à voter un projet de loi de finances, bien sûr qui est toujours dont la première partie vient d'être votée en commission. Un projet de loi de finances qui prévoit quand même un budget record d'investissement public de 245 milliards de dirhams pour 2022. Quand on parle de ce budget, Abdelatif Komat, de cet investissement public, et on parle de relance de l'investissement privé, comment cette locomotive, comment cela devrait être construit, structuré pour que cet investissement public draine davantage d'investissement privé et pour donc cette relance économique? Effectivement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, le Maroc est connu comme un pays où la part de l'investissement d'une manière globale par rapport au PIB est une part des plus importantes au niveau de la région MENA, au niveau de l'Afrique du Nord. C'est à peu près 30%. Ça, c'est très important. Mais au niveau de la composition de cet investissement, c'est essentiellement un investissement public qui d'ailleurs a connu une évolution fulgurante. De 2009 à 2019, c'est pratiquement 44% d'augmentation, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, on peut parler de 60-70% parce qu'il y a eu un élan très positif entre 2019 et aujourd'hui. On est passé d'une moyenne de 180-200 milliards cette année à 245 milliards de dirhams. Donc c'est très important. Alors au niveau de la structuration privée-publique, le Maroc est connu comme un pays dans lequel le public prend le dessus sur le privé. Et ça, je dirais que c'est une situation peut-être qui est normale, mais devrait être une situation de transition. Si je rappelle des pays émergents, par exemple la Turquie, 20% de l'investissement est public et 80% est privé. Nous, on est encore très loin de cette configuration, mais on peut considérer que nous sommes dans une période de transition dans laquelle le public doit préparer le terrain et passer la main progressivement au privé. Parce qu'il est en fait prévu que, notamment dans le cadre du programme du gouvernement, au niveau du modèle de développement, que progressivement la part du privé doit augmenter. Comment cela est-il possible? C'est que justement le public a comme vocation de préparer le terrain pour le privé. En termes tout d'abord, bien sûr, d'infrastructures, c'est très important. Également, tout ce qui est structure d'accompagnement, notamment le capital humain. Ça, c'est un des volets qui, justement, parlant du rendement de l'investissement au Maroc, c'est que nous sommes pénalisés par la structuration de notre capital humain dans lequel il y a une relative faiblesse en termes de compétences et de qualifications. Et donc ça, c'est le rôle de l'État, de préparer justement les ressources humaines pour améliorer ce qu'on appelle la productivité du travail, qui est un élément très très important pour améliorer le rendement de tout investissement. Donc notre productivité du travail, elle est relativement faible par rapport à des pays émergents. Si on utilise ce qu'on appelle l'indice ICOR, qui justement mesure le rendement de l'investissement, nous sommes à peu près à 50% du potentiel, ou à 50% de ce que font des pays émergents. Donc il y a un travail énorme à faire pour améliorer le rendement de l'investissement public, mais également pour amener l'investissement public à préparer le terrain au niveau de l'infrastructure, au niveau de la formation du capital humain, également au niveau de l'amélioration de l'administration. On parle de la digitalisation, on parle de l'amélioration du climat des affaires, sur lequel le Maroc a certes connu un certain progrès, mais il y a encore un effort à faire en termes d'assouplissement des procédures au niveau de la fiscalité, etc. Donc, nous sommes dans un tournant dans lequel il y a le court terme, on doit stimuler l'investissement parce qu'on a besoin de croissance, on a besoin de création de richesses, on a besoin de création d'emplois sur le court terme, mais il y a également toute une dimension stratégique à moyen ou long terme il s'agit, tout en continuant à investir publiquement, mais en préparant le terrain, un passage justement du flambeau, un rôle plus initiateur, plus novateur du secteur privé à travers bien sûr l'entrepreneuriat, là également c'est un volet très important, mais également à travers l'action régionale. Et ça c'est le rôle des CRI, il faut le dire, c'est pas la vocation dorénavant du CRI, c'est d'être le porte-flambeau d'une réduction des déséquilibres au niveau territorial. Et cela ne saurait se faire sans qu'il y ait une dynamique d'investissement local à travers les potentialités que regorgent les différentes régions. Et ça, je dirais, c'est un volet très, très stratégique et très, justement, très sensible pour aller vers un Maroc plus équilibré, plus intégré, plus global, où il y aurait plus d'équité sociale et plus d'équité territoriale. Yacine Chazi, donc ce rôle important des CRI dans le processus de régionalisation avancé, dans la création d'emplois. Alors, quelles sont les formes d'accompagnement qui sont en vigueur aujourd'hui? Et ceci dans le cadre aussi, ne l'oublions pas, qu'il y a une nouvelle charte de l'investissement qui se prépare. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, c'est très bien que vous en parliez, Mme Mersenne, parce que parmi les grandes mesures de la relance, je dirais qu'il y a 3 grands axes. La première s'appuie sur la mise en œuvre de la charte d'investissement qui devrait voir le jour normalement d'ici fin d'année. L'objectif à travers la charte de l'investissement est d'avoir un cadre qui va permettre de faciliter l'acte d'investir et de proposer le meilleur accompagnement possible sur les volets administratifs, réglementaires et financiers. Donc la charte concrètement contient un certain nombre de mesures, parmi lesquelles des incitations fiscales, parmi lesquelles des mesures pour reconstituer une réserve foncière qui va permettre davantage, en tout cas encourager plus les collectivités territoriales à mettre à disposition du foncier pour la création de zones industrielles et de zones d'activité économique, notamment en mode locatif. Il y aura donc d'autres mesures comme la facilitation des échanges de données pour la promotion de l'investissement entre les instances publiques et les conseils élus et bien d'autres. Donc les CRI, bien sûr, s'appuieront
Il y a également tout le dispositif lié en deuxième axe, je dirais, au renforcement du dispositif d'accompagnement des entreprises et à l'encouragement de l'entrepreneuriat, ça a été évoqué. Le programme Intelaka va continuer justement à lancer, suite aux orientations de Sa Majesté de l'Intro, va continuer justement à exister. En complément, donc il y aura le programme Forza qui va s'appuyer justement sur la formation des jeunes et la mise à disposition de crédits d'honneur. Il y aura d'autres mesures justement comme la priorisation des TPME dans la commande publique ou encore le renforcement du cadre régissant les délais de paiement en faveur des TPME et bien d'autres. Et enfin, je dirais le troisième grand axe concerne le financement et les mécanismes incitatifs. Je rappelle que le fonds Mohamed VI d'une enveloppe globale de 45 milliards de dirhams sera opérationnalisé et servira à financer les grands projets d'investissement, publics ou privés, notamment dans les secteurs que l'on souhaite encourager, comme le tourisme, l'industrie, les nouvelles technologies et bien d'autres. Il y a également, donc ça a été rappelé, la régionalisation avancée passe aussi par la capacité des régions à mettre en place les mesures nécessaires pour attirer l'investissement. Et je pense justement à tous les fonds régionaux et les primes qui existent. Je citerai l'exemple de la région Fès-Meknès, où par exemple, 2 grands mécanismes incitatifs ont été mis en place. Un fonds régional d'appui aux investissements industriels qui permet de subventionner une partie de l'acquisition du matériel ou des frais de formation ou d'études pour les investissements dans le secteur de l'industrie qui rentrent dans le cadre de la stratégie de substitution aux importations lancée par le ministère de l'Industrie et qui permettent justement d'encourager le Made in Morocco en s'appuyant justement sur les atouts, les potentialités de savoir-faire local. Il y a également la prime à l'emploi, qui est un dispositif important, qui permet de donner une prime à tout créateur d'emploi dans le secteur de l'offshoring, puisque c'est un secteur important au niveau de la région Fès-Meknès et qu'on souhaite justement continuer à développer, et qui a permis aujourd'hui, cette prime à l'emploi a servi de nombreuses grandes entreprises internationales qui se sont implantées au niveau de la région et qui ont justement pu bénéficier de ce mécanisme incitatif. Donc, il y a tout un dispositif justement et des mécanismes à mettre en place pour pouvoir justement assurer cette relance avec les bons outils, le bon cadre, les bons partenaires. Et bien sûr, c'est des dispositifs qui vivent et qui s'enrichissent. Il y aura également peut-être des primes à l'innovation pour encourager justement l'innovation dans certains secteurs clés que l'on souhaite encourager, comme le biomédical ou autres. Donc, les outils sont en train d'être préparés justement et finalisés pour pouvoir les déployer au plus vite pour assurer cette relance dans les meilleures conditions. Très bien. Alors, juste une dernière question, peut-être Yacine Tazi, avant de clore la discussion avec Sekomat. Donc, vous, en tant que CRI, parce qu'on parle de convergence de politique publique, quelles ont été vos propositions pour le chef du gouvernement, en l'occurrence, afin d'avancer dans le processus entamé depuis la réforme des CRI? Qu'avez-vous proposé au chef du gouvernement, concrètement, en tant que, je dirais aujourd'hui, ce soir, en tout cas dans l'émission Porte-Parole des CRI du Maroc? Très bien. Alors, justement, l'objectif à travers cette réunion avec M. le chef du gouvernement et M. les ministres était d'identifier les principaux freins ou les principales difficultés rencontrées par les investisseurs pour pouvoir justement mener à bien leurs projets. Encore une fois, que ce soit en termes d'accès au foncier, d'accès au financement. Mais quelles sont les solutions que vous avez proposées? Parce vous les avez évoquées tout à l'heure. Vous avez proposé quoi comme solution, justement? Alors justement, il y a un travail de concertation qui est en cours avec les différents CRI parce que les problématiques sont communes. Il y a bien évidemment des spécificités régionales, mais les problématiques sont communes. Donc, il y a des thèmes qui ont été définis, des grands thèmes, sur lesquels justement les CRI sont actuellement en train de travailler suite à cette réunion tenue pour préparer une sorte de recueil des principales mesures en concertation avec l'ensemble des CRI sur des thématiques qui nous concernent tous, pour justement les déployer au plus vite avec l'appui, bien sûr, de M. le chef du gouvernement, qui a placé la relance de l'investissement parmi les priorités du gouvernement. Donc, le travail ça implique plusieurs départements. Ça implique plusieurs départements. Donc, certes, vous avez précisé cela. C'était à l'attention du chef du gouvernement, mais là, on a l'accès au foncier parmi les freins, le coût de l'énergie, donc on a plus, et encore les procédures administratives. Donc cela, ça doit être adressé sur différents départements pour cette convergence des politiques publiques finalement dont on parle. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, le travail qui est en train d'être fait, effectivement, concerne les CRI qui ont justement cette vocation régionale et cette approche territoriale et qui, justement, sont au centre des préoccupations des investisseurs. Donc, ces problématiques, nous les recensons,
nous les classifions, nous les priorisons, et puis nous proposons des mesures justement pour relancer et dépasser on va dire, ces obstacles. Bien évidemment, ce travail n'est qu'un bout, justement, un maillon de la chaîne, puisque, comme vous l'avez rappelé, il y a d'autres intervenants. C'est un écosystème de l'investissement, avec notamment la mise en place du nouveau ministère, justement, en charge de l'investissement. Donc, il y aura forcément, une fois que ce recueil sera préparé, il y aura forcément des réunions de travail avec les autres acteurs clés de l'écosystème d'investissement pour justement qu'il y ait ces convergences et qu'il y ait une politique claire, partagée, commune pour l'ensemble des intervenants qui agissent au niveau de l'acte d'investir. Merci. Abdelatif Komat, un dernier mot. Partagez-vous l'optimisme affiché par Yassine Tazi en ce qui concerne l'investissement au Maroc après cette période inédite que nous traversons d'ailleurs encore, que nous espérons se terminer bientôt, vite, de la Covid? Oui, on ne peut être qu'optimiste. En fait, nous sommes dans une période de transition après cette sortie de crise, notamment sanitaire, qui se profile, Dieu merci. Et bien sûr, il y a un élan avec un certain nombre, bien sûr, de leviers. Il y a un nouveau gouvernement, il y a la mise en place du nouveau modèle de développement. Et bien sûr, tout cela ne saurait se faire sans qu'il y ait des résultats probants en termes d'emploi, en termes de création de richesses. Et cela passe bien évidemment par de l'investissement. Alors bien sûr, tout cela cadre également avec les orientations royales en termes du nouveau modèle de développement, en termes de régionalisation de l'action économique. Il faut le dire, aujourd'hui nous sommes dans une régionalisation de l'action économique et il n'y a pas mieux que les régions qui sont bien implantées au niveau, bien sûr, de leur territoire pour être à l'origine un peu de cette impulsion. Alors, l'enjeu est très important. Bien sûr, nous sommes dans une période de transition. Les choses se préparent, se mettent en place, mais les résultats, on va les récolter dans l'avenir. Mais c'est très important, cette dynamique de régionalisation, elle est très importante parce qu'il nous permettra d'aller justement à l'exploitation des potentialités, à mobiliser les énergies avec une certaine proximité et en prenant en considération les particularités, les spécificités de chaque région. Et de ses besoins, notamment sur le marché de l'emploi. Abdelatif Komat, doyen de la faculté des sciences économiques, sociales et juridiques à l'Université Hassan II de Casablanca. Merci d'être avec nous, d'avoir répondu à nos questions. Yassine Tazi, directeur du CRI de Fès Meknès, merci également à vous d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci messieurs. C'est la fin de Questions d'actu. Très bonne soirée.